Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Les urnes ont parlé dimanche dernier et c'est un cas de figure qui ne s'était jamais présenté. La métropole de Lyon, présidée depuis ce matin par Véronique Sarcelli, est conquise par la droite. Et la ville de Lyon reste à la gauche et aux écologistes avec Grégory Doucet. Depuis la communauté urbaine de Lyon, il n'y avait jamais eu deux couleurs politiques opposées entre la ville-centre et l'échelon métropolitain. Quelles conséquences pour le bon fonctionnement de ces deux collectivités territoriales? Quelles conclusions en tirer de ce scrutin des 15 et 22 mars dernier? On en parle avec notre invité aujourd'hui, Romain Meltz, politologue et universitaire à Lyon 2. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va rappeler d'abord que la métropole de Lyon est unique en son genre par rapport aux autres métropoles qu'on peut avoir en France, parce qu'elle est élue au suffrage universel direct et parce qu'elle est dotée de compétences énormes. Ah oui, on peut la comparer à la ville de Paris, qui aussi a les compétences du département de Paris, qui n'existe pas. Voilà, pour fixer les esprits, en termes budgétaires, c'est plus de 4 milliards d'euros de budget d'un côté, sans compter le citral, et pour 1 milliard seulement, entre guillemets, de l'autre, pour la métropole, peut-elle imposer donc ses choix à la ville de Lyon et des choix contraires à ceux de son maire? Des choix contraires. Enfin, vous savez, avec ce millefeuille administratif qui est devenu la France, avec une décentralisation qui a commencé dans les années 80 et qui n'est pas allée à son terme, qui est toujours un work in progress. Les politiques publiques qui sont menées par une, deux, trois ou quatre ou cinq, c'est normal. Ça n'existe pas. Enfin, je pense qu'il n'y a pratiquement plus aucune politique publique qui soit menée par une collectivité territoriale. Donc, c'est surtout un problème de dosage. C'est-à-dire que dans quelle mesure la ville de Lyon, qui voudrait faire quelque chose, ne disposerait pas des fonds de la métropole, ni peut-être de la région, parce que maintenant, la métropole et la région sont alignées contre la ville-centre qui est désalignée de cette orientation à droite. Alors, est-ce que le maire de Lyon garde quand même des pouvoirs, et si oui, lesquels? Ah oui, il garde des pouvoirs. Bon, symboliquement, vous avez vu quand même que toute cette campagne au niveau national, les retours qu'on a eus, alors vous me direz, oui, c'est à cause de Aulas. Alors c'est certainement vrai. Aulas, c'est une figure nationale, et donc au national, on regardait Lyon. Mais enfin, vous avez vu que ça n'intéressait absolument personne, l'élection de Bruno Bernard, ou la réélection de Bruno Bernard, ou de Véronique Sarcelli, à part ici. Donc ça reste un pouvoir politique très fort, parce que le maire de Lyon qui parle, ça a un retentissement très fort. Et donc ça, Grégory Doucet peut tout à fait l'utiliser, cette parole qu'il porte. Parce que quand il va aller au niveau national et dire on m'empêche de faire cette politique, Véronique Sarcelli, elle n'aura pas les moyens de répondre. Alors peut-être que Aulas aura les moyens de répondre, parce qu'il sera aussi dans l'exécutif de la métropole. Mais si vous voulez, les ressources politiques de Grégory Doucet sont sans commune mesure avec celles de Véronique Sarcelli. Donc ça va compter. Même s'il a moins de budget, moins de compétences, moins de prérogatives. De prérogatives. Vous avez tout à fait raison, il va avoir une grande difficulté. Mais il faut aussi se souvenir que par coup, un de chance, ça s'aligne un peu avec sa nouvelle orientation. Parce que vous vous souvenez, en 2020, Grégory Doucet, c'était l'homme qui allait rendre la ville de Lyon neutre climatiquement, neutre au niveau carbone. Donc c'était quand même, ça a demandé des efforts considérables en termes d'investissement. Alors que son mandat, celui qui s'entame actuellement, c'est quand même un mandat de la proximité, où il n'a plus annoncé quoi que ce soit de grandiose. Alors là où vous avez raison, c'est quand même qu'il y a dans ce programme, il y a quand même il y a des maisons médicales, il y a 10 places de stationnement pour les Lyonnais qui voudraient recevoir des amis qui n'auraient pas à payer. Bon, donc ça c'est des petites choses, mais il y a quand même 140 millions de la bibliothèque, ça il peut pas trouver ça sur le budget de la ville. Et puis il y a évidemment la rive droite du Rhône. Et ça effectivement il peut pas le faire sans la métropole. Donc si la métropole vient pas, c'est fini. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il faut redouter des blocages? Et si on prend quelques exemples, alors la réouverture de la rue Grenette, que Véronique Sarcelli a commencé à évoquer. Alors ça, oui. Ça, c'est un point de blocage. Ah oui, c'est un point de blocage, mais ça va être un élément de négociation. Parce que Véronique Sarcelli ne peut pas non plus imposer la réouverture à Grégory Doucet, le maire qui voudrait absolument pas. Donc si oui, c'est un point de négociation. Mais là aussi, ce qui se joue, c'est quand même une partie, en grande partie juridique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, c'est ce qu'on a vécu en 1986, quand tout d'un coup, le gouvernement n'est plus aligné avec le président. Et là, tout d'un coup, on se met à regarder les textes et à se dire, oula, mais ça veut dire quoi le domaine réservé du président? Est-ce que ça existe ou pas? Vous voyez? Et bien là, c'est exactement la même chose. On va regarder les textes, la loi MAPTAM de 2014 qui fonde la métropole de Lyon, le code des collectivités territoriales, et on va regarder mot pour mot quelles sont les prérogatives des uns et des autres, avec beaucoup d'indécision et sans doute beaucoup de juridique, si vous voulez. Il va y avoir des recours en permanence et des arbitrages au tribunal administratif, au Conseil d'État. Vous voyez?
Et donc le projet Rive Droite, c'est la fin oui. tel qu'il a été présenté par les écologistes. Ça, je pense que oui, c'est la fin parce que je vois mal Véronique Sarcelli accepter de financer quelque chose qui est aussi nettement pour la ville de Lyon. Alors même, en fait, que, comme vous le savez, toute la métropole débarque dans le centre-ville de Lyon le week-end. Donc en fait, c'est un projet qui est métropolitain, parce que ça plairait aux gens de pouvoir marcher le long du Rhône sans voiture. Donc c'est un projet métropolitain, mais qui est tellement marqué politiquement que, à mon avis, elle va faire tout ce qu'elle peut pour ne pas le financer. Alors, dans son premier discours, et déjà dimanche dernier, Véronique Sarcelli a insisté sur sa volonté de dialogue avec tous les maires, et quelle que soit leur couleur politique. Est-ce que c'est un signe positif ? Le contraire aurait été effectivement un petit peu inquiétant. Si elle avait dit tout de suite je ne parlerai avec personne, j'ai mes projets et je n'écoute personne. Surtout qu'elle vient quand même d'un... Après, vous savez, je pense qu'elle-même, elle doit être sidérée d'être là où elle est. Je pense que c'est surtout ça le phénomène numéro un. C'est que, vous savez, elle s'est inscrite à la primaire de la droite la veille du jeu de la deadline. Du vote. Alors oui, la veille du vote, vous avez tout à fait raison. Et elle a débarqué là, entre Gilles Gascon et Sébastien Michel, alors que personne ne l'attendait. Elle a été élue. Et depuis, ça n'était qu'une succession incroyable de coups du sort qui ont fait qu'elle est maintenant la grande chef à la tête de 4 milliards. Donc je pense qu'elle-même, elle ne doit même pas réaliser encore complètement ce qui lui arrive. Donc qui elle va être comme... elle ne le sait pas elle-même, je pense. Alors, si on élargit en dehors de Lyon, ce sont les 4 plus grandes villes de la métropole qui sont à gauche. Lyon, bien sûr, Villeurbanne, Vénissieux, Vaux-en-Velin, soit plus de la moitié de la population. Alors, c'était déjà le cas en 2020. Sauf qu'ici, là, on a 3 communes qui ont désormais des mairies LFI. Là aussi, c'est du jamais vu. Vénissieux, Vaux-en-Velin et Saint-Fond. Ah, vous avez tout à fait raison. C'est du jamais vu. Mais là aussi, je pense que les 2 députés qui deviennent maires et le nouveau maire de Saint-Fond, ils ont tout à inventer, finalement. Donc, finalement, elles, comme eux, ils sont totalement novices dans ces nouveaux rôles. Donc en fait, c'est très largement ouvert parce que eux ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire vraiment et elle ne comprend pas encore l'étendue de ses prérogatives. Donc si vous voulez, il y a quand même une marge énorme de négociation parce qu'ils sont nouveaux et ils ne connaissent pas les coups qu'ils vont jouer à l'avance. Donc en fait, on peut être amené à avoir à la fois, soit un raidissement, soit au contraire une incroyable capacité à travailler ensemble parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas... Enfin des jeunes. Ce sont des jeunes politiques qui n'ont pas l'habitude de mener les coups qu'ils ont l'habitude de mener, vous voyez. Alors on se souvient, mais c'était la communauté urbaine de Lyon, ça n'avait rien à voir, mais que Raymond Barre avait ouvert son exécutif à des maires d'opposition par rapport à lui. Tout à fait. Alors là, on n'est quand même pas dans ce cas-là. Vous avez vu que même le MoDem n'est pas dans les vice-présidents de Véronique Sarcelli. Donc on sent que l'ouverture, pour l'instant, est limitée. Mais en même temps, on peut dire aussi qu'il y a une ouverture à une forme de société civile. Aulas, Humberton, ce sont des gens qui n'ont jamais été élus, qui sont élus nulle part. Et donc on va voir... L'Orseda. Oui, vous avez raison, l'Orseda. Ou alors même Claire Pouzin, qui est maire de Francheville, mais elle est maire de Francheville depuis très peu de temps. Donc, depuis 1 an. Et donc c'est des gens qui... on peut dire qu'ils ne sont pas rodés à la politique et qui sont peut-être ouverts à faire une politique différente de celle de Laurent Wauquiez, par exemple. Vous voyez, elle est à la droite. Alors, ce qu'on voit aussi dans les enseignements de ce scrutin, dans la métropole lyonnaise, ce sont les très bons scores des maires LR, à part celui de Messieux, qui est battu, mais sinon, que ce soit Bron, que ce soit... Saint-Priest au premier tour, Sébastien Michel. Tout à fait, au premier tour et très largement. Claire Pouzin, Véronique Sarcelli, tous ces gens-là ont fait des très très grands scores. Finalement, ceux qui disaient on va conquérir la métropole par l'extérieur, ils ont eu raison. Ah oui, oui, mais parce que pendant longtemps on disait tant que Lyon ne bascule pas, c'est illusoire de croire qu'on peut prendre la métropole et finalement. Et puis ils ont même pris la métropole par Lyon, si vous regardez. Cucherat qui prend la circonscription Lyon-Ouest, c'est quand même assez incroyable, ça. C'est-à-dire, c'est quand même le 5e et le 9e. Alors vous me direz, le 5e a basculé aussi dès le premier tour entre les mains de Rudigo, ce qui n'est pas à gauche. Mais donc ils ont grignoté jusque... Et Lyon-Ouest. Et Lyon-Ouest, vous avez tout à fait raison. Ça fait 3 circonscriptions sur 6. 3 Lyon-Ouest qui est passé... Enfin, Montchat, là on pouvait s'attendre à ce que Montchat ne soit pas d'extrême gauche. Mais enfin, quand même... mais en fait, finalement, ça révèle aussi une chose très nette. C'est quand même que cette ville-centre est devenue probablement assez agréable grâce aux travaux des écologistes.
mais elle est devenue difficile d'accès pour les gens qui sont autour. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, le projet de rive droite où on pourrait flâner, c'est un projet pour l'ensemble de la métropole. Tout le monde veut pouvoir y aller, mais pour pouvoir y aller, il faut avoir sa voiture. Maintenant, on ne peut plus y aller en voiture. Donc je pense que c'est aussi le reflet du fait que tous ces gens, tous ces électeurs qui sont dans la couronne est ou ouest de la métropole, ils considèrent qu'ils doivent pouvoir venir profiter de Lyon. Et ils ont été extrêmement gênés, alors que les Lyonnais, finalement, ont été assez peu gênés. Ils ont été gênés, mais moins que les gens de l'extérieur. Et ils se sont vengés en disant, non, c'est comme ça, on vote plus pour vous. Alors, revenons sur le cas de Lyon quand même. Oui. Jean-Michel Aulas, donné grand favori pendant toute la campagne, jusqu'à la fin, et puis qui s'effondre dans les dernières semaines. Comment l'expliquer ? Alors ça, c'est intéressant. Je pense ça s'explique par la division à la tête de la campagne. Vous aviez d'un côté le communicant, toute la partie communication. Roman Abreu. Roman Abreu 2017, et Humberton, qui était la partie communication, vous voyez, qui était non politique. Puis vous aviez la campagne politique. Et ça, c'était les têtes à plumes. On les connaît, Rudy Gauze, Hamelin, Béatrice Demontier, Pierre Oliver. Ça, c'est des politiques. Et de l'autre, il y a les communicants, mais ils n'ont pas du tout la même logique. Ce qu'on a bien vu, en fait, c'est que les communicants, Humberton est un communicant, c'est un chef d'entreprise, il fabrique un produit, et en 2017, il fabrique des produits. Donc, ils ont fabriqué le produit Aulas, et ils l'ont placé assez haut. Donc vous voyez, ils ont transformé la figure de Aulas, entrepreneur, président de l'OL, en candidat. Et une fois qu'ils ont fait ça, grosso modo, vous voyez, jusqu'en novembre, ils se sont dit on touche plus à rien. On bouge plus. On ne bouge plus, on a positionné notre produit. Donc ça, c'était parfait pour eux. Sauf que, pendant ce temps-là, les politiques disaient « Oui, mais alors attendez, parce que nous, le terrain et nos propositions... » Parce que, vous voyez, les propositions, par exemple, c'était pas des propositions politiques, c'était des propositions qu'on prenait pour le produit. Mais il a fallu... Le problème, c'est que ces gens-là, ces communicants, ils avaient oublié que sur le terrain, il fallait... La politique, c'était pas ça. C'était pas on fabrique un produit. C'est-à-dire qu'on fabrique un candidat qui, après, va demander des suffrages. Et ça, jamais Jean-Michel Aulas n'a accepté de descendre dans le forum pour demander les suffrages. Jamais on l'a vu. Alors que, en face de cela, vous aviez le maire de Lyon, qui était quand même le maire de Lyon, il fallait le voir jusqu'à la fin, avec ses 3 tracts, qui allaient dans les marchés, en demandant aux gens... Campagne de proximité, de terrain... Oui, surtout campagne d'humilité. Oui. Et il était là, et il demandait est-ce que vous voudriez prendre mon tract. La plupart du gens, les gens lui disaient non, ne le reconnaissaient pas, passaient. Vous voyez, mais c'était des images quand même marquantes d'un homme qui demande au peuple de lui confier ses suffrages. Et ça, vous n'avez jamais vu, ni vous, ni moi, ni personne, Aulas faire ça. Alors, on a beaucoup dit aussi que la sociologie de la ville de Lyon a beaucoup changé. C'est une ville jeune, une ville de célibataires, avec 40% des Lyonnais qui n'ont pas de voiture. Est-ce que la base électorale de Jean-Michel Aulas, quand bien même le football est fédérateur, ne parlait pas à tout le monde? Ah bah c'est sûr, ça c'était certain. D'ailleurs, sa campagne, c'était quand même une campagne pour le Grand Lyon, non? Parce que son fameux tunnel, c'était infinançable. Surtout, on ne voyait pas du tout en quoi ça pouvait intéresser les Lyonnais. Donc c'était quand même une campagne pour les grands Lyonnais. Vous voyez, je pense subliminalement, il n'était pas du tout fait pour Lyon. Et après, effectivement, ce score est finalement remarquable. Perdre de 2008 voix près, c'est remarquable compte tenu du fait que le produit était mal positionné, il a refusé de demander les suffrages et son programme ne collait pas du tout à Lyon. Donc c'est quand même qui représente quelque chose d'important, vous voyez, Jean-Michel Aulas. Voilà, et donc à contrario, vous l'avez évoqué, une bonne campagne du maire sortant avec de la proximité, un programme clair et beaucoup de terrain. Oui. Une campagne qui n'est pas folle non plus, parce que vous vous souvenez que le dimanche qui précède, il parle à un de vos confrères, il dit le temps de la campagne n'est pas venu, c'est le dimanche, et le mardi, hop, ça y est, il rentre en campagne. Donc on sentait que ça, c'était pas totalement réglé tout ça, mais il y avait un peu d'enthousiasme et surtout tout ce qu'on lui avait reproché depuis toujours, il est loin, il écoute rien. Là, il a montré que c'était pas vrai. Il était tout à fait d'accord pour descendre, se faire engueuler et essayer d'expliquer. Et il aime ça. Je pense qu'il y a pris goût, oui. Vous avez tout à fait raison, il y a pris goût. Oui. Ça lui a rappelé 2020, il avait adoré 2020. Oui. Alors, un mot pour finir sur la gauche qui est quand même empêtrée par rapport à LFI. On a bien vu donc accord à Lyon, mais pas d'accord dans toute la métropole. Oui, accord à Lyon, on peut dire que ça a été compliqué, ça quand même, cet accord à Lyon. On voit bien qu'effectivement, personne n'a bien compris quelle était la stratégie de LFI au niveau local. Est-ce que Anaïs Belloissa faisait campagne ou pas? Est-ce qu'elle avait envie d'être là? C'est vrai que c'était pas très clair.
on peut dire aujourd'hui que... De toute façon, l'objectif de LFI, clairement, c'était Vénissieux-Vaux-en-Velin. Ouais. Et là, ils ont un peu Villeurbanne, enfin, Vénissieux-Vaux-en-Velin, ils ont réussi, quoi. Ils ont réussi. Ils ont transformé leurs députés en maires. Donc c'est pas non plus aux échecs. C'est comme si vous transformiez votre fou en cavalier. Oui. C'est pas non plus, vous voyez, un incroyable succès parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ont plus de députés. Enfin, c'est un suppléant. Donc ils ont accepté de sacrifier leurs députés pour en faire des maires. Bon, il doit avoir une stratégie à long terme de tout ça. C'est pas un succès incroyable non plus, vous voyez. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Romain Mels, pour cette analyse des résultats des deux scrutins des 15 et 22 mars. Merci, au revoir. Bonne fin de semaine, au revoir.